Alors, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau Space Cake, le 11e, qui va porter sur l'IBD et ses implications, les implications des différents compromis son, sur cette opération, sur le consensus de Bitcoin. Donc, c'est parti, hein, on va commencer par expliquer ce qu'est l'IBD, et puis on verra quels sont les différents compromis. Qui sont faits aujourd'hui, qui seront peut-être faits dans le futur et comment ça va jouer sur le consensus après. Voilà, alors pour expliquer l'IBD, bon, l'IBD, c'est la synchronisation initiale du nœud Bitcoin. Donc, quand le nœud Bitcoin se lance, il ne connaît qu'un seul UTXO7, il ne connaît qu'un seul bloc. L'UTXO7, c'est l'UTXO7 vide, et le bloc, c'est le Genesis block de Satoshi. C'est les seuls qu'il connaît au début. Et donc, évidemment, il va falloir synchroniser tout ça, il va falloir se mettre à jour, puisque aujourd'hui, le Genesis block n'est plus le dernier bloc de la plus longue chaîne qui existe, la plus longue chaîne de preuves de travail. Et donc, pour ça, le nœud va petit à petit valider les blocs, puis jusqu'au dernier bloc final, pour enfin être à jour de l'UTXO7, à jour du consensus actuel des nœuds Bitcoin, et pouvoir ainsi commencer à valider les nouvelles transactions. Donc c'est une opération qui est un enjeu crucial pour le réseau, notamment sur sa centralisation, parce que c'est globalement l'opération la plus difficile quand il s'agit de faire tourner son propre nœud Bitcoin. C'est ce qui va potentiellement durer très longtemps si on n'a pas un ordinateur très performant. C'est ce qui va potentiellement beaucoup utiliser le stockage, sauf si on décide de pruner. Mais même là, ça va utiliser de la mémoire. Et si on n'a pas beaucoup de mémoire de type RAM sur son ordinateur, ça va être aussi un petit peu long. Et la raison est que, en fait, comme on part de l'UTXO7 vide et qu'on va devoir le construire au fur et à mesure, et ben, il y a plein d'opérations à réaliser. Et ça va finir par être assez long parce que l'UTXO7 faisant aujourd'hui à peu près 5 gigas, c'est assez difficile de le manipuler dans son entièreté et de faire toutes ces opérations correctement et rapidement. Et donc, il y a eu diverses optimisations qui ont été proposées dans l'histoire de Bitcoin, puis qui ont été annulées, puis remises. Enfin, voilà, il y a différents types d'optimisations qui ont été réfléchies. Donc, déjà, la première chose, c'est que bon, le nœud Bitcoin, il va commencer à interroger les autres nœuds Bitcoin et leur demander les blocs. En tout cas, la chaîne qu'ils connaissent. Et la première chose qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas télécharger les blocs. Il va télécharger seulement les entêtes de blocs. Et avec les entêtes de blocs, il va vérifier la preuve de travail de la chaîne d'entêtes de blocs qu'on lui a envoyée. Donc ça, c'est la toute première étape. Jusqu'à maintenant, c'était comme ça. Maintenant, dans la version 0.24, enfin 24.0, pardon, ça a changé la numérotation des versions. C'est un petit peu différent parce qu'il y a une attaque qui consiste à envoyer des block headers avec une faible preuve de travail pour essayer de saturer un nœud juste avec les block headers. Et donc, en fait, aujourd'hui, le nœud Bitcoin, il va bien télécharger les block headers, il va bien vérifier la preuve de travail, mais il va les supprimer au fur et à mesure qu'il fait la vérification, qu'il les reçoit, pour éviter une attaque sur sa mémoire. Donc, en fait, un nœud Bitcoin aujourd'hui, quand il démarre de rien, il va télécharger une première fois les block headers et les supprimer au fil de l'eau pour vérifier la preuve de travail. Et une fois qu'il aura vérifié la preuve de travail de tous les block headers, il aura gardé la liste des identifiants des hashes des block headers et puis il va retélécharger les block headers pour cette fois-ci vérifier que effectivement pour pouvoir ensuite demander les blocs et les transactions. Globalement, ce qu'il faut quand un nœud reçoit un bloc, il reçoit en fait l'entête du bloc.
et la liste des identifiants de transactions dans le bloc, donc les transaction ID. Et donc du coup, le nœud, quand il aura fait cette première synchronisation des entêtes de bloc, va ensuite voir que le bloc à valider, il y a des transactions qu'il ne connaît pas, puisqu'il ne connaît rien, puisqu'il vient à peine de se synchroniser, de commencer à démarrer le nœud. Et donc, il va aussi commencer à demander les transactions qui sont listées comme étant dans le bloc. Et avant ça, on pourrait se demander comment est-ce qu'il vérifie que... Comment il peut être sûr que c'est bien la chaîne la plus longue Justement, sur laquelle il est. c'est pour ça qu'il y a ce double téléchargement des blocs. En fait, il fait un premier téléchargement pour juste vérifier la preuve de travail, mais il les stocke pas. Et ensuite, il fait un deuxième téléchargement pour cette fois-ci commencer à valider les transactions à l'intérieur des block headers, des entêtes de bloc. Oui, donc je dis Ok, block mais header, pour mais block confirmer, header en tête de bloc. pour Oui. confirmer qu'il est bien sur la chaîne la plus longue dans le sens travail, il compare en fait tous les block headers qu'il reçoit de ces différents pairs. Alors en fait, c'est là que tu peux pas savoir si tu es vraiment sur la chaîne la plus longue. T'as aucune manière de savoir que cette chaîne est la plus longue. La seule chose que tu peux faire, c'est prendre les chaînes qu'on t'envoie et conserver que la plus longue de celle qu'on t'a envoyée. Donc il va recevoir quand on va lui envoyer une chaîne de block header, il va vérifier la preuve de travail de ces block headers et puis si on va voir après qu'il y a un petit critère en plus qui est ajouté dans la synchronisation initiale, mais voilà, il prend la chaîne de block header qu'on lui envoie et il vérifie que c'est une chaîne Mais valide. Et voilà. il fait ça pour chaque paire. Il chope Alors non, la non, chaîne de non. chaque paire et puis Alors non, je crois pas. Je pense il les récupère les uns à la suite des autres. Mais généralement, les block headers, c'est pas ça paraît pas être un problème enfin, de les redemander potentiellement, mais je pense qu'il peut demander les block headers. En fait, je suis pas complètement sûr de comment c'est codé, mais dans ma tête, il demande à un pair à quel bloc il en est et il lui envoie le dernier block header. Et dans le dernier block header, il y a l'identifiant du block header précédent. Et donc du coup, il lui dit, OK, mais je connais pas l'identifiant que tu as mis en tête de bloc précédent. Et donc du coup, il lui demande donc, en fait, il lui demande il demande les identifiants de block header dans le mauvais sens, si tu veux. Et après, il check la preuve de travail de tout ça, quoi. ok. Mais C'est je me demandais juste s'il le faisait pas pour chaque peer pour être sûr que c'est la même de partout quoi. Enfin que chacun de Ah ces bah peers après, a la il même le voit chaîne. aux identifiants. Il le voit aux identifiants donc il le voit au bloc H en fait qu'il reçoit. Parce que du coup, le H du bloc de l'entête de bloc, c'est en fait le H du bloc. Oui, et du coup, s'il reçoit deux types différents de paires différents, et ben il check les deux chaînes. Ouais, il faut qu'il check les deux chaînes et il garde que la Ok. plus longue. Mais donc ouais, il y a c'est pour ça en fonctionnement normal où il n'est pas en train de se faire éclipser ou en train de se faire confondre par un autre pair qui lui enverrait une autre chaîne, c'est pour ça qu'il télécharge deux fois les block headers normalement, une fois pour vérifier la preuve de travail, puis une autre fois pour commencer à les valider en plus, pour pouvoir commencer à demander les transactions et il les stocke en mémoire, parce que sinon il les stocke pas en mémoire en fait les block headers la première fois. Parce que sinon, on pourrait l'attaquer sur sa mémoire, en fait. C'est un des bugs récents Ok. là qui a été. Tu sais, à Surfing, il parlait un petit peu de ça. Il parlait d'un bug qui pouvait faire planter un nœud. Et je crois que c'était ça, en fait. C'était que la. En fait, c'est parce il y a un autre check qui est ajouté et qui nécessite de vérifier que la preuve de travail de la chaîne est suffisamment grande. Ça, c'est une optimisation qui a été ajoutée par la suite, mais qui n'est pas obligatoire. Quelque part, on pourrait ne pas faire ce check. Voilà. Donc voilà, donc ensuite il se met à une fois qu'il a les block headers, il se met à valider les transactions, à demander et valider les transactions qui sont à l'intérieur. Et donc là, on est sur vraiment l'IBD la plus complète, hein. C'est-à-dire on suppose qu'il valide tout, que qu'il part pas d'hypothèse qu'il y a une chaîne une chaîne qu'il existe déjà une chaîne avec beaucoup de travail. Voilà, on part vraiment d'hypothèses complètement blanches, quoi, rien du tout. Et donc l'IBD, c'est censé être ça, l'initial block download.
Et donc évidemment, quand on démarre son nœud aujourd'hui, ça ne se passe pas exactement comme ça, puisque en fait, par exemple, il y a un premier critère qui est vérifié, c'est que la chaîne qu'on te propose, elle doit avoir une quantité de travail suffisante. Et en fait, cette quantité de travail suffisante correspond au travail de la chaîne, donc à la preuve de travail dans la chaîne, je pense, du bloc Assume Valide qui est considéré. Donc c'est un bloc qui est assez récent, qui a genre qu'à genre quelque chose comme 6 mois, 6 mois avant la release du programme. Et donc donc en fait c'est pour ça qu'il y a deux téléchargements des blocs headers. Il y a un premier téléchargement pour calculer la preuve de travail de la chaîne et vérifier que cette preuve de travail est supérieure à une valeur qui est hard-codée dans la version de Bitcoin qui est utilisée. Donc là, je saurais pas dire quelle est la valeur en, en décimale de la preuve de la preuve de travail qui est demandée, mais voilà, il y a un dans les sources de J'ai Bitcoin la Core. quantité totale, si tu veux. Pas Alors, du tu as la checkpoint, mais celle qui est actuellement en termes d'accumulation de preuves. ouais, tu dois avoir quelque chose comme 2 puissance 93 ou un truc comme ça. Enfin, Oula, je l'ai pas en puissance de 2. Moi, j'ai quinze mille iota H. Ça fait 15 milliards de milliards de H. ouais, parce que en fait, quand tu regardes les logs de Bitcoin Core et que quand il trouve un bloc, il envoie un update type dans les logs de Bitcoin Core. Et dedans, il t'indique quel est le logarithme de base 2 du travail de la chaîne, en fait. C'est pour ça que je te parlais de 2 puissance 93. Et, et donc, voilà, donc la chaîne de travail, la preuve de travail de la chaîne, elle est toujours surveillée, elle est toujours mise à jour quand il y a des nouveaux blocs qui arrivent. Enfin, enfin, évidemment, puisque c'est un consensus basé sur la quantité de travail dans une chaîne de blocs, bon, bah, il y a toujours un truc qui garde en tête la quantité de travail de la chaîne. Et en gros, un premier check qui est fait lors de l'IBD, c'est que cette preuve de travail, elle doit être supérieure à une valeur qui est en fait hard-codée par les développeurs en fonction de la version de Bitcoin qu'on télécharge et qui correspond en gros à euh, un peu moins que la valeur de la preuve de travail actuelle dans la chaîne de blocs. Donc ça, c'est un premier check pour éviter que lorsque on doit synchroniser pour la première fois un nœud, on se retrouve à synchroniser des chaînes avec très très peu de preuves de travail. Ça force celui qui tenterait de nous mettre sur une chaîne secondaire, ça lui force à fournir une preuve de travail qui est démentielle pour sa chaîne secondaire, puisqu'il faut déjà une preuve de travail qui s'approche de celle de la chaîne principale. Donc ça, déjà, ça permet de garantir que les premiers blocs qu'on va avoir, les premiers blocs des années passées, des premières années de Bitcoin, ils seront forcément les bons, quelque part. S'il n'existe pas d'autres chaînes avec beaucoup de preuves de travail, ce qui est quand même une hypothèse de base. Donc voilà, donc il y a un premier check, et donc ce check, il est donné par une valeur qui est dans. Donc ça, c'est dans les sources de Bitcoin sur GitHub, si vous voulez voir, ces valeurs-là, elles sont dans le fichier chaîneparams.cpp, dans les sources, donc dans la racine des sources du code. Et donc, il y a une valeur qui est consensus.n minimum chain work. Et voilà, vous avez une valeur qui correspond à un check que fait le nœud pour s'assurer qu'il n'est pas sur une chaîne secondaire. C'est que comme on sait qu'aujourd'hui, il y a une chaîne avec une certaine quantité de travail, eh ben, on le hardcode
on le met dans le code source et comme ça, on est sûr de pas tomber à côté, quoi. On est au moins sûr d'avoir une chaîne de travail qui soit, une chaîne de transactions qui soit avec une bonne quantité de travail déjà. Donc ça, c'est une première chose. Donc ça, ce serait, enfin quelque part, ça changerait c'est quelque chose qui ressemble à une sorte de soft fork parce que on rend invalide des chaînes qui seraient trop petites, puisque du coup le nœud refusera de se synchroniser sur une chaîne de transactions qui n'a pas autant de travail que ça. Et fort heureusement, c'est pas le cas de la chaîne d'aujourd'hui, mais c'est une forme de checkpoint en fait. Donc un checkpoint, c'est quand on impose à un certain bloc ou à un certain point de la chaîne d'être dans la chaîne considérée comme étant faisant le consensus. Et donc un checkpoint est une soft fork puisqu'on rend invalide d'autres chaînes de transactions. Donc là, c'est pour petit rappel de vocabulaire qui est toujours intéressant. On n'a pas forcément tous la même définition de ce qu'est une soft fork et une hard fork, mais bon, le consensus technique, c'est quand même de dire qu'une soft fork, c'est une modification qui rend des transactions ou des chaînes de transactions qui étaient valides, ça les rend invalides. Donc on invalide des choses quand on fait une soft fork. Et une hard fork, c'est l'inverse, c'est quand des transactions qui n'étaient pas valides, ou des chaînes de transactions qui n'étaient pas valides, ou qui pourraient ne pas être valides, deviennent valides. Donc la hard fork, c'est ça qui introduit un risque de partitionnement du réseau, parce que les anciens nœuds vont refuser les nouvelles règles automatiquement, puisque ces nouvelles règles sont plus permissibles dans le cas de la hard fork, puisqu'elles permettent de rendre valides des choses qui ne l'étaient pas avant. C'est donc les anciens nœuds qui vont refuser les nouvelles règles. Alors qu'une soft fork rend invalide des choses qui étaient valides. Donc les anciens nœuds vont toujours considérer valides toutes les choses que considèrent les nouveaux nœuds comme étant valides, puisque les nouveaux nœuds, eux, ils rendent des choses invalides. Donc il y a moins de risque de partitionnement. Et donc un checkpoint, c'est une soft fork, puisque on rend des chaînes de transactions invalides. Ce qu'on dit, et là, on est en train de dire, par exemple, qu'avec ce premier check sur la quantité de travail de la chaîne considérée, ce premier check, même s'il change rien à la chaîne qu'on utilise aujourd'hui, ce premier check est une nouvelle règle qui rend invalide plein d'autres chaînes potentielles qui n'existent pas, donc tant mieux, mais voilà, c'est une soft fork, c'est un checkpoint quelque part. Et donc ça, c'est important parce qu'on va discuter de la deuxième optimisation qui est utilisée par les full nodes qui commencent leur première synchronisation, à moins d'avoir rentré un paramètre pour indiquer que c'est pas ce que vous voulez faire, votre nœud, quand il se synchronise pour la première fois, va supposer que tous les scripts de dépenses de toutes les transactions jusqu'à un certain bloc sont valides. Donc il va pas vérifier les signatures, par exemple. Donc actuellement, ça va jusqu'à peu près le 750e bloc. C'est-à-dire que jusque les 750 premiers blocs, le nœud ne vérifie pas que les conditions de dépense d'Unity Exo sont validées, sont valides dans tous les 750 premiers blocs. 750 000? 750 000 ou 750? 750, 750 000, Ah ouais. pardon. Il y en a actuellement, enfin la vraie valeur actuellement, c'est 751 565. Là, j'ai le code devant les yeux, mais globalement, donc le assume valide, il dit toutes les chaînes qui contiennent un bloc qui a tel identifiant, qui s'avère être l'identifiant du 751e 1565e bloc de la chaîne actuelle, toutes les chaînes qui contiennent ce bloc avec cet identifiant, toutes les chaînes qui vont jusque-là, jusqu'à ce bloc-là, eh bien, on considère que toutes les transactions vérifient les conditions de dépense. On ne vérifie pas
que les signatures sont correctes, on ne vérifie pas que les time locks sont corrects, on ne vérifie pas les check template verify, les check ti- les ah j'arrive plus à retrouver le check log time verify, on ne vérifie pas les check sequence verify, on vérifie rien du tout. On considère que toutes les transactions jusqu'à ces blocs-là, jusqu'à ce bloc-là, elles sont valides. Et donc, c'est une hard fork. Un assume valide, c'est une hard fork. Et donc là, on pourrait se dire, oh là là, mais catastrophe, on nous avait dit que les hard forks, c'est pas bien. Pourquoi on fait ça? Bien, parce que en fait, c'est safe, parce que notre raisonnement sur les soft et les hard forks, il s'inverse quand on considère le passé. C'est-à-dire, quand on veut établir les règles qu'on va utiliser dans le futur, il faut le faire via des soft forks. Mais quand on veut établir les règles qu'on va appliquer dans le passé, donc sur la chaîne passée, bien là, on peut le faire avec des hard forks, parce que dans le passé, la chaîne qu'on utilise aujourd'hui, si on fait des hard forks, dans le passé, c'est toujours une chaîne valide. Alors que si on fait des soft forks, dans le passé, eh bien, potentiellement, la chaîne qu'on utilise pourrait devenir invalide. Ouais, parce qu'en fait, dans ce cas-là, les vieux nœuds, ils s'en foutent. Ils ont déjà leur truc, donc ils vont pas Voilà. combattre, ils peuvent pas combattre contre ça. Parce que pour moi, c'est ça, surtout, c'est ce que tu as dit d'une autre façon, mais pour moi, c'est un hard fork, c'est quand un vieux nœud va combattre la mise à jour, Il va va aller la contre, rejeter. Il va voilà, il la va la rejeter. rejeter. Alors qu'un soft fork, il va pas la voir, il va continuer sa petite vie sans la prendre en compte, mais il va pas combattre contre, il va pas la rejeter, il va juste pas la En fait, voir. il y a potentiellement un risque de partitionnement sur les soft forks, mais c'est uniquement si les mineurs n'utilisent pas des nœuds qui ont la nouvelle soft fork. C'est-à-dire si les mineurs minent un bloc alors que qui contient une transaction qui est valide d'après les anciennes règles, mais plus valide d'après les nouvelles, parce qu'on a fait une soft fork et que la transaction elle n'est plus valide, eh bien là, il risque d'y avoir un partitionnement du réseau. Cependant, ce partitionnement peut être résolu si la chaîne la plus longue finit par être celle qui a le soft fork. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, si la chaîne la plus longue est celle qui respecte les règles qui ont été les nouvelles règles, alors tous les nœuds vont s'aligner. Et donc, ce raisonnement, si on le fait dans le passé, si on commence à faire des hard forks sur les règles qu'on applique, mais dans le passé uniquement, eh bien du coup, il est en train de nous dire que c'est tout à fait safe, c'est tout à fait, on n'a aucun problème à faire des hard forks dans le passé, d'un point de vue partitionnement du réseau. C'est pour ça que aujourd'hui, dans Bitcoin Core, on essaie d'éviter d'utiliser des checkpoints et on essaie d'utiliser Assume Valid, parce que Assume Valid, c'est une hard fork, mais dans le passé. Et ça, c'est à peu près safe à utiliser, parce que même si on est même si on relaxe les règles du passé, la chaîne la plus longue, c'est quand même la chaîne qui applique de toute façon toutes les règles correctement. Et donc on va bien s'aligner sur elle sans problème. C'est d'ailleurs pour ça que dans Assume Valid, si jamais il existait une autre chaîne avec plus de preuves de travail qui commencerait, où le split ou le partitionnement se commencerait avant notre bloc Assume Valid, avant le bloc où on suppose que toutes les transactions précédentes sont valides, eh bien, on arriverait quand même à se synchroniser sur cette nouvelle chaîne. C'est juste que bah, les blocs qui sont pas dans la chaîne où il y avait notre bloc dans notre chaîne principale, eh bien, eux, il va falloir les revalider entièrement avec les signatures, etc. Et on a Maximalist qui demande pourquoi on vérifie pas et comment on peut se le permettre de pas vérifier Alors, les faut faire attention signatures, etc. ouais, on fait faire attention à ce qu'on dit. Quand on dit vérifier, on vérifie pas les scripts de dépenses. Donc, on vérifie quand même que l'argent qui est pris d'une transaction et qui est dépensé, il existe. Donc on vérifie quand même, par exemple, la limite de 21 millions, on la vérifie quand même. Mais ce qu'on vérifie pas, c'est que le script SIG qui a été fourni, le script de signature qui a été fourni, permet bien la dépense. Ça, on le vérifie pas. Et comme j'ai dit, on peut se le permettre parce qu'en fait,
Si on prend des transactions dans le passé qui qui n'ont pas les bonnes signatures, je sais pas, admettons qu'il y ait une transaction dans le passé qui n'a pas les bonnes signatures, bien, on va permettre à cette transaction de passer quand même. On va quand même valider le bloc. Donc théoriquement, c'est pas une bonne chose. Mais c'est la chaîne la plus longue déjà. Donc on n'a pas vérifié, mais si ce bloc en fait était valide ou pas, peu importe en fait, d'après cette dépense-là, j'entends, cette dépense qui n'aurait pas une signature valide, en fait, peu importe parce que bah, la chaîne qui a le plus de preuves de travail, si on suppose que les autres ont bien fait leur travail avant, à l'époque, eh bien, elle est toujours la même. C'est un peu bizarre comme raisonnement parce que euh, faut quand même se dire que quand on fait du assume valide, en fait, on applique moins de règles sur les blocs du passé. Et en soi, il faudrait idéalement vérifier les signatures. Mais ça reviendrait à dire que la chaîne qui a le plus de preuves de travail aujourd'hui, bah, en fait, elle n'est pas valide. Ce qui est en soi pas impossible, mais ce qui est pas, enfin, c'est un peu compliqué à envisager quand même. Le truc est qu'on va quand même pouvoir se synchroniser dessus, qu'on utilise les nouvelles ou les anciennes règles. C'est ça un peu le truc. En fait, faut voir les choses de deux façons. D'un point de vue individuel, on pourrait se dire c'est pas une bonne idée de faire du assume valide. Si on voulait raisonner sur notre sécurité individuelle. Parce que bah, si ça se trouve, on est en train de laisser passer des transactions qui n'ont pas les bonnes signatures, par exemple, et ce serait pas bien. Enfin, c'est pas les règles qu'on veut appliquer. Donc ça pourrait ne pas être une bonne idée. Et en soi, individuellement, ce serait une bonne idée de vérifier ces règles-là, individuellement pour soi-même. Mais d'un point de vue du réseau, ne pas les vérifier, ça va rien changer pour le réseau. Donc si tu te dis non mais moi c'est bon, j'ai pas envie de m'amuser à vérifier ces règles-là, eh bien tu peux le faire sans mettre en péril le réseau. Donc c'est implémenté aujourd'hui, c'est safe pour le réseau. Mais après, si toi individuellement tu fais pas confiance à l'état du réseau actuel, tu fais pas confiance dans le assume valide des développeurs, alors bah oui, il faut tout vérifier. Mais ce dont tu peux être sûr, c'est que si la chaîne la plus longue que tu connais aujourd'hui, mais que t'as pas encore vérifié, elle est bien valide, et bah il n'y a pas de problème, tu es sûr de t'aligner. Je sais pas si Ouais, le raisonnement, c'est un peu bizarre, hein, mais c'est ça qui fait qu'on a des assumes valides, mais pas des checkpoints en fait. Enfin, ou alors le checkpoint, on n'a qu'un checkpoint sur une quantité de travail, quoi. Je sais pas si ça. ouais, ouais. Parfait. Bah, ça a l'air de lui convenir comme réponse. Et Ok. j'en profite pour préciser que, effectivement, il y a une option qu'on peut activer pour ne pas activer l'assume valide et du coup pour vérifier effectivement toutes les conditions de dépense, tous les Voilà, scripts, il faut etc. mettre assume valide égale 0 dans le conf, dans le bitcoin.conf et normalement ça, on vérifie tout. Voilà. Voilà, donc c'est un peu bizarre. Je sais que c'est un peu bizarre comme raisonnement, mais il faut toujours se dire qu'il y a la sécurité du individuel et il y a la sécurité du réseau complet. Et des fois, ça matche pas, quoi. C'est pas exactement les mêmes. Il y a c'est un petit peu c'est un petit peu pour ça qu'il y a eu un gros drama sur les RBF dont on a déjà parlé. C'est que c'est le comportement du réseau, c'est pas la même chose que le comportement d'un individu. Et ce que les développeurs, les core devs veulent éviter, c'est un problème de comportement au niveau du réseau. Après, sur la sécurité individuelle, tant que eux, ils considèrent que ton nœud va rester synchronisé avec le réseau, pour eux, c'est le seul deal qui compte. Et donc, s'ils peuvent faire des optimisations qui te permettent d'avoir un nœud qui se synchronise plus facilement et qui garantit que tu vas toujours rester synchro avec le réseau, ils sont prêts à le faire. Et ils sont prêts à le mettre dans valeur par défaut. C'est ce qu'ils ont fait avec Assume Valid, en fait. Voilà. Ensuite, j'ai parlé de checkpoint, mais en fait, historiquement, enfin, ce qu'on appelle un checkpoint, ça ressemble à un assume valide, mais c'est pas un assume valide. Un checkpoint, ça va être de dire, je prends le hash d'un bloc qui est connu et j'impose que tous les nœuds, qu'ils soient nouveaux ou anciens, doivent
considérer comme valide une chaîne qui contient un bloc avec ce hash. Et si elle ne contient pas le bloc avec tel hash, alors elle n'est pas valide, cette chaîne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un checkpoint historiquement. Le checkpoint, c'est une soft fork. Après, c'est quand même un petit peu différent quand même. Il faut quand même faire un peu la distinction avec ce que j'ai dit au début sur le minimum chain work, le paramètre qui dit que la chaîne qu'on considère, elle doit avoir une certaine quantité de travail. Parce que une chaîne qui a une quantité de travail insuffisante pourrait un jour avoir une quantité de travail suffisante. Donc une chaîne qui n'est pas valide d'après ce critère de la quantité de travail aujourd'hui pourrait l'être demain. Donc c'est soit une soft fork, mais ça n'empêche pas cette chaîne d'être potentiellement valide, alors qu'un checkpoint rend vraiment invalide toutes les autres chaînes. De manière 100% sûre, ça rend vraiment invalide toutes les autres chaînes qui n'ont pas le bloc sur lequel on a fait le checkpoint. Et donc, en fait, un truc qui est important sur les checkpoints, c'est quand on va y arriver à Utrixo, c'est quand on considère ce qu'on a les, 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 les cas où on ne veut pas construire soi-même l'UTXO7. Donc, ce qui fait que l'IBD est très coûteuse et très longue et qu'elle est quasiment obligatoire, c'est que à la fin, le nœud, le full node Bitcoin, une fois qu'il a terminé cette synchronisation initiale, il a l'UTXO7 à jour et il est prêt à valider une nouvelle transaction. Et donc tout ce qui compte, c'est cet UTXO7 finalement. Et donc évidemment, il y a des personnes qui ont proposé l'idée de dire, eh bien, pour des nouveaux nœuds, pourquoi ne pas faire synchroniser ces nouveaux nœuds à partir d'un UTXO7 plus récent? Donc par exemple, je sais pas, je prends l'UTXO7 au bloc 750 000, donc qui est un bloc assez récent. Imaginons que je l'ai sauvegardé. Et puis si quelqu'un veut synchroniser un nœud, eh ben, je lui envoie l'UTXO7. Il met l'UTXO7, il le copie dans le dossier de son nœud Bitcoin. Et puis il commence sa synchronisation à partir de cet UTXO7, à partir du bloc 750 000. Comme ça, il n'a pas beaucoup de blocs à valider. Et donc c'est beaucoup plus rapide, bien sûr. Eh bien, le problème, c'est que quand on fait ça, on fait un checkpoint en fait. On fait forcément un checkpoint, puisque on part d'un outil Exo7 qui est différent, qui est soit déduit de tout un ensemble de transactions de la chaîne, à supposer qu'on fasse confiance en la personne qui t'envoie l'UTXO7. Et donc, c'est un checkpoint puisque on vient de rendre invalide toutes les autres chaînes qui n'auraient pas le bloc 750 000, puisque j'ai considéré l'UTXO7 au bloc 750 000 comme étant l'UTXO7 de départ. Et donc, c'est pour ça que bien que les UTXO commitments, donc ces sauvegardes d'UTXO7 pour faire la synchronisation initiale plus rapidement, bien que ce soit une idée qui existe depuis quasiment le début de Bitcoin, en fait, eh bien, ça n'a jamais été vraiment implémenté parce que c'est extrêmement risqué en termes de partitionnement du réseau, parce que on est sur euh, un checkpoint, qui est quand même pas le meilleur, qui est quand même pas le meilleur truc en termes de stabilité du réseau et surtout de synchronisation des nouveaux entrants. Mais malgré ça, il y a quand même des choses qui avancent. Il y a un projet qui s'appelle Assume UTXO, qui est un peu l'équivalent d'Assume Valid, mais pour l'UTXO7, où en fait on part bien d'un UTXO7 différent, mais après avoir fait très rapidement la synchronisation depuis cet UTXO7 très récent et commencé à valider les transactions sur son nœud, eh bien le nœud en tâche de fond va revalider tous les blocs précédents jusqu'à arriver au bloc de l'ITXO7 pour s'assurer qu'il y a arrivé au bloc de l'ITXO7 pour s'assurer qu'il y a bien matching entre les deux. Et donc c'est tout ça dans le but que ça reste une hard fork dans le passé et pas une soft fork. Voilà. C'est pour ça que, mais même ce projet Assume UTXO, il est assez controversé, hein. Tous les core développeurs sont pas tout à fait d'accord avec le fait d'implémenter un tel système dans Bitcoin Core. Mais voilà, donc
c'est des projets qui sont en cours et c'est ça qui est important pour le consensus, c'est que si on décide on peut se permettre de vérifier moins de choses. Par contre, on veut éviter d'imposer des restrictions supplémentaires et de manière un peu contre-intuitive, faire un UTXO commitment, donc commencer avec un autre UTXO7 que l'UTXO7 du Genesis Block qui est vide, eh bien c'est une soft fork dans le passé, c'est pas une hard fork et donc du coup c'est pas très safe. Voilà, voilà. Donc après on va pouvoir parler du Trixo, je pense. On en avait déjà parlé, mais on va pouvoir en reparler, je pense. Mais voilà, déjà c'est un petit peu les enjeux, les compromis qu'il y a entre la rapidité de l'IBD, faire un IBD plus rapide pour décentraliser un peu plus le réseau, permettre à plus de gens de faire tourner leurs nœuds, et en même temps les compromis sur le consensus, sur la stabilité du réseau quand on permet de telles simplifications. C'est un sujet qui est assez compliqué. Euh, il y a beaucoup de gens qui s'y cassent les dents. On a vu par exemple les personnes qui travaillent sur les Stark s'y intéresser. Et souvent, ils ont une approche où on se dit que bon, bah, on peut faire une preuve que l'UTXO7 est valide. Enfin, voilà, ce genre de choses. Mais tout repose dans le fait qu'on veut vérifier le calcul. Donc, on veut faire le calcul d'une manière ou d'une autre. C'est juste que bon, bah, on essaie de rendre ce calcul le moins coûteux que possible. Et c'est pas facile. Voilà. Je sais pas si vous avez quelque chose à dire. À ajouter, Lounès ou Loïc, je sais pas. Salut Alors, je crois. Sosten, on vient d'accueillir Sosten. Tu vas bien? Ouais, il y a Sofiane qui nous a rejoint. Mais Hello. je crois Ouais, que... Ah bah si, ça y est, il nous entend. oui, Ouais, oui, t'avais non, eu des problèmes de c'est bon, connexion. Ouais. ouais, c'était un peu, c'est un peu rock'n'roll là ce soir, hein. Et puis en plus je me connecte, à un moment je t'entends plus, puis je reviens. Là, ça va, je vous entends. Tout va Ouais, bien. c'est Ok. l'Espace en ce moment, il galère un petit peu. Et Ça a l'air, ouais. ouais. Et on a Camélia qui voulait poser une question sur les soft forks et les hard forks, mais plutôt au niveau mise à jour. Ok. Salut Camélia. Hello. Bonsoir, Salut. bonsoir. Salut. Alors là, j'essaye de suivre, hein. Et j'avais une petite question, à Ouais. savoir, est-ce que selon le hard fork ou le soft fork, il faut mettre à jour un script et lequel? Et moi, je pensais que les ASIC étaient concernés, mais on m'a dit que pas du tout. Voilà. Alors, euh, comment dire? En fait, donc j'essaie de réexpliquer pour voir si ça passe mieux en le réexpliquant. Donc, une hard fork rend des règles, parce qu'on a des règles qui restreignent qu'est-ce qu'une transaction valide. Par exemple, une règle toute bête à laquelle on pense tous et qu'on est très content d'avoir, c'est que si une transaction n'a pas une signature valide, alors la transaction est invalide. Règle simple, très importante évidemment. Euh, donc cette restriction, c'est des règles qui restreignent. C'est-à-dire des transactions qui seraient potentiellement valides, c'est-à-dire des transactions avec des signatures factices, sont invalides à cause de cette règle. Donc quand on fait des soft forks, c'est qu'on ajoute des règles qui rendent plus de transactions invalides. Et une hard fork, c'est l'inverse. Des transactions qui étaient invalides suivant les règles précédentes deviennent valides maintenant. Donc là, il n'y a pas eu beaucoup d'exemples de hard fork dans Bitcoin, donc c'est un petit peu dur de trouver enfin, il y a eu des hard Ah forks bah, il y un a eu peu Bah, la involontaires. taille des blocs, déjà, c'est un bon exemple. C'est pas une hard fork. Dans le cas de Segwit, c'est pas une hard fork, c'est une soft fork. Non, non, mais dans le Le, cadre de Bitcoin Cash, par exemple. Ah oui, bah du coup, oui, voilà. Donc par exemple, dans Bitcoin Cash, comme les blocs peuvent être plus gros, bon après, il y a eu d'autres changements qui ont fait que les blocs de Bitcoin Core enfin, du Bitcoin original sont pas valides pour Bitcoin Cash, mais dans Bitcoin Cash, par exemple, un bloc peut faire 2 mégas, alors que dans Bitcoin, les blocs, ils ne font que maximum 1 méga. Donc, il y a des blocs potentiels qui se font entre 1 méga et 2 mégas qui sont valides pour Bitcoin Cash, la hard fork, mais pas valides pour les anciennes règles qui étaient limitées à 1 méga.
Et donc, quand on est dans le cas d'une soft fork, ce qu'il faut éviter, c'est qu'un mineur mine un bloc qui contient des choses qui sont valides pour les anciennes règles et invalides pour les nouvelles règles. Ça déstabiliserait le réseau. Donc, on veut éviter qu'un des mineurs fasse tourner des full nodes qui sont trop vieux. C'est pour ça que dans les soft forks, on demande aux mineurs de signaler qu'ils sont en train de faire tourner la nouvelle version. C'est pour ça qu'il y a Mais toutes ces histoires d'activation. la nouvelle version, mais d'une version d'un script qu'ils ont mis à jour sur leur machine? Ou comment ça se fait, Alors, comment ça se déploie? la machine de minage, elle se fiche un petit peu de ce qu'il y a dans le bloc, parce que la machine de minage, elle regarde que l'entête du bloc, elle ne regarde pas le bloc en lui-même. Mais c'est que les transactions qu'on a inclus dans le bloc, là par contre, il faut que l'opérateur de la pool de minage, notamment, je pense que ça se passe comme ça actuellement avec le Stratum V1, l'opérateur de la pool de minage doit avoir mis à jour son full node pour que les transactions qu'il envoie, qu'il met dans son entête de bloc, sont bien des transactions qui sont toujours valides pour les nouvelles règles. En fait, Camélia, les ASICs, le seul truc qu'ils font, c'est calculer des hash. Ils vérifient rien du tout, donc en fait, Ouais. ça influe pas En, sur le consensus. en fait, pour tout te dire, moi, un ASIC, je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne. Avant, je minais avec des GPU. Et je sais que à chaque fois qu'il y avait bon, je minais des shitcoins, hein. Mais bon, j'aimais bien trifouiller un peu les machines. Mais à chaque fois, en fait, que je devais miner ou qu'il y avait... il y a un script, tu vois, à mettre à jour. Avec des lignes de code, c'est vite fait, tu vois. Et Mais je me tu faisais du demandais... solo mining, non? Oui, 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 Ouais, oui, oui, donc dans le cas du solo mining, effectivement, il faut que tu aies un nœud à jour. Parce que voilà. quand tu fais du solo mining, tu es effectivement comme si tu étais ton propre opérateur de pool, en fait. Voilà, donc là, il suffit juste que l'opérateur de pool, il utilise un nœud récent et que dans les templates de blocs qui te demandent de miner, ce soit des templates qui ont été créés avec un programme récent. Dans ce cas-là, c'est bon. Et en fait, le mineur lui-même n'a rien à faire. C'est juste l'opérateur de pool qui va faire quelque chose. En tout cas, dans l'état du minage aujourd'hui. Voilà. D'accord, ok. C'est parce que j'étais seule, fallait que je gère. En fait, la pool, elle a un nœud qui demande aux machines de miner, quoi. Et les machines, elles s'occupent juste de calculer des hash à la chaîne et c'est tout. Après, tu as raison, hein, Pantani, c'est que j'étais seule à miner, mais j'étais rattachée à une poule. Ah, donc en fait, ça dépend de ce que la pool faisait. Mais tu vois, la Bah pool, ouais, en je sais fait, pas. ouais, faut regarder un peu en fait, il y a sûrement un script que tu devais utiliser pour connecter ta machine à la pool, mais Exactement. Ouais, c'est t'as pas un raison. script qui est lié à Bitcoin, en fait. C'est un script qui est lié à la pool, en fait. Enfin, je minais pas du BTC, hein. Oui, oui, non, j'ai bien compris, pas de problème. On a tous fait des erreurs dans notre vie, y a pas de souci. Non, mais non, Ouais, mais mais j'étais grave déçu quand t'as dit que tu minais avec des GPU. Je me suis dit, waouh, elle minait en 2010. Et voilà. Et puis après, t'as dit, ouais, mais Non, c'était je des minais en shitcoins. Bon, 2017, je j'étais un crois. peu déçu quand même. Et parce que je galérais, et, ça me manquait la technique, et puis je sais pas. Non, non, BTC jamais, malheureusement, jamais. C'était trop tard déjà. ouais, non, Mm. c'est pas rentable, c'est sûr. Mais Ouais. voilà, donc en fait, si l'opérateur de pool il a changé la version de son nœud, eh bien toi, t'avais rien à faire en fait. Si tu étais connecté toujours à la même pool, t'avais rien à faire. Et quand je dis la même pool, c'est pas la même pool qui contient les transactions, c'est la même pool que t'as pas changé d'opérateur de pool entre-temps, quoi. Voilà. C'est la poule C'est- qui gère. Voilà, là, si tu utilises toujours la même pool de minage, voilà, c'est bon. T'avais rien à faire si la pool mettait à jour. Et en fait, dans les Ouais. hard forks, du coup, ce qui est compliqué dans les hard forks, c'est qu'en fait, ce rôle de mettre à jour, c'est les nœuds cette fois-ci qui doivent le faire. Les mineurs sont pas obligés dans les hard forks, mais pour le coup, c'est tous les autres nœuds qui doivent le faire. Tous les full nodes, ils doivent se mettre à jour. Mais pour le coup, si un mineur mine un bloc selon les anciennes règles dans le cas d'une hard fork, ça change strictement rien.
Ah, il n'y a aucun problème. Mais le problème, c'est que le réseau va forcément se partitionner. C'est le réseau des nœuds qui ne minent pas, les réseaux des full nodes qui va se partitionner tout seul dans le cas des hard forks. C'est ça qui est problématique. Voilà, D'accord. Bah, merci beaucoup. Merci. de rien. Je vois qu'il y a Bitcoin Nomad qui est monté. Tu as une question? Ouais, je rebondissais là sur ce que disait Camilla. Bonjour tout le monde. Moi, Salut. je minais pareil du Bitcoin avec GPU, mais c'était du Bitcoin Gold. Il n'y a pas si Ah, longtemps que ça. C'était encore très bien rentable. À la fin. Non, je minais ça. Je regarde, il y a beaucoup de monde dans le space. Ça va, je minais ça en salle de marché. Il fut un temps avec du matos qui était pas, t'es pas dégueu. qui était bien pour faire Ouais, ça. ouais. Et du coup, ouais, c'était ça. Au début, je minais. J'avais commencé avec Nice Hash à l'arrache. Ouais, je testais. Et après, j'étais passé sur une pool en pool avec d'autres gens. Et en fait, j'ai trouvé plusieurs fois des blocs. Et en fait, la récompense de blocs, j'en ai trouvé un. Je fais bon, bah, j'ai eu de la chance. Et on gagnait, je sais plus, 6,25 Bitcoin Gold. Bon, ça fait pas 6,25 Bitcoin. Ça fait, Ouais. je sais plus, ça faisait 400 euros, un truc comme ça. Je fais Ah, merde. mais c'était toi le mec qui minait des Bitcoin Gold alors? Parce qu'il y en avait, Il y en a, qu'un, il y en non? a beaucoup, hein. Franchement, alors, au début, ça marchait. Genre, je chope un bloc. Je fais bon, vas-y, j'ai eu de la chance. Quelques temps, je sais plus, 2, 3 semaines après, je rechope un bloc. Je fais merde, alors que j'en gagnais, je sais plus, un tiers en minant un tiers de récompense de bloc sur la même période. Et au bout d'un moment, j'ai craqué. J'ai fait, bah, vas-y, je passe en solo. Mais j'avais pas du coup j'avais pas de nœud en fait Bitcoin Gold en fait. Donc c'est ça où je rebondissais sur ce que disait Camilla. Je me connectais juste à la pool en solo mining. C'était Two Miner Pool ou un truc comme ça. D'accord. Ouais, Two Miner. Two Miner, il y a une version solo en fait. Et, euh, et du coup, le hash rate, je sais plus, il oscillait entre 100 et 150, je sais plus quoi, Oui, terahash, l'unité à bref. la con, voilà. L'unité exactement, qui est genre moins 90% par rapport à ses débuts. Et la chose marrante, c'est qu'à partir du moment où il y a le merge d'Ethereum, le truc est passé à 600, quelque chose comme ça. Ah Donc oui, oui. là, voilà, bon, ça me saoulait. J'ai tout débranché, j'ai tout revendu, moi, tous mes trucs. Donc, c'était marrant, c'était histoire pour la tech, quoi. C'est l'expérience, quoi. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, j'aimerais bien me choper un ASIC euh, pour ouais, le chauffage, plan élec gratuit. C'est ça. Voilà, vraiment pour avoir des sats non KYC. Parce que là, bah, je les récupérais sur Binance, je les revendais, j'avais du Bitcoin, donc c'était du Bitcoin KYC. Et truc marrant, je crois qu'aussi, ils ont enlevé Bitcoin Gold il n'y a pas longtemps à Binance. Genre peu de temps après, justement, que ça devienne inintéressant à cause du merge des termes. Ouais. Voilà, voilà. Ok. Bon, c'était Bah, c'est intéressant comme expérience. ma petite intervention dans le Spacecade Et, pour parler du de coup, minage de t'as quand même Bitcoin. réussi, t'as quand même fait tourner un full node Bitcoin Gold à la fin, quand même? Bah non, non, pas du tout. Ok. Je te dis, il n'y a pas besoin, en fait. Tu te connectes, en fait, je sais plus, tu mets des Ouais, tu t'es URL connecté à la pool. de ta Ouais. pool, et en fait, il y a une URL pool solo et une URL pool. Ah, Et tu télécharges pas de nœud, de blockchain, quoi que ce soit, quoi. d'accord. Donc ah ouais, donc c'est l'opérateur de pool qui te permettait de ne pas mutualiser ta puissance de calcul si tu voulais, mais il te fournissait Hmm. toujours les templates de blocs, peut-être parce que ta machine était bloquée, je sais pas sur ça, ou un truc comme ça. Parce que des fois, selon les J'utilisais fabricants. Ouais, ça, ouais. iVOS, pour ceux qui connaissent. Voilà, le truc, c'était Ah, peut-être pas mal iVOS à la fin. Tu choisissais tes feuilles de route sur ce que tu voulais miner, sur quelle pool, avec quel logiciel de pool, etc. Mais hmm. en aucun cas, tu téléchargeais toute une blockchain parce que j'avais un disque dessus il me semble, overkill de 100. Non, sur certaines machines, moi j'avais des 128 Go en SSD sur les PC Ouh. que j'utilisais. Donc je sais pas combien elle fait la blockchain Gold, ils ont dû exploser la taille des blocs, donc ça se trouve, elle Mais fait en même temps, je ils sais n'ont pas pas dû combien. avoir beaucoup d'usage, hein, donc c'est pas. Ouais, ils sont vides peut-être Mais c'était c'est- un bon petit truc là. Je sais pas, il était à combien, mais tu chopais 400 balles quoi. Tu chopais un bloc et je mettais avec ma puissance, je mettais je sais pas 3 semaines, tu vois, choper 400 balles gratuits comme ça de Bitcoin. Bon, Ouais. j'avais pas les lacs à payer aussi.
Voilà. Ok. Voilà. Bon. Ouais. Donc voilà. Donc oui, les mineurs, c'est important que les mineurs aient des nœuds à jour lorsqu'ils minent et qu'il y a eu des soft forks. Voilà. Voilà. Maintenant, quand on parle de soft fork, c'est de soft fork dans le futur, pas des soft forks dans le passé, puisque les soft forks dans le passé, ce sont de simples checkpoints qui sont quand même évités le plus possible aujourd'hui, pour les raisons que j'ai essayé d'expliquer, mais qui sont pas évident. C'est- Voilà. Du coup, je sais Nickel. pas s'il y a d'autres remarques là, d'autres questions. Ouais, je pense qu'on va pouvoir passer Ouais, j'avais peut-être une Ah question. ouais, nickel. Ouais. Tout à l'heure, tu demandais est-ce qu'il y avait eu des hard forks sur Bitcoin? Oui. Et je me demandais la mise à jour 0.3.2, quand il y avait eu l'histoire où on passe d'un consensus chaîne la plus longue au consensus qu'on a actuellement chaîne Ah, avec le oui. plus de preuves de travail. Est-ce que ça Oui. c'est un hard fork ou pas? Et Alors, après, il y avait oui. aussi des hard forks quand il y avait eu le souci du double spend. C'était 2018, je crois. Oui, je me rappelle plus de ça. Alors, Euh, Faudrait que je regarde. pour ce qui est déjà de ce que tu dis sur passage de la version de la blockchain la plus longue à la blockchain avec le plus de preuves de travail, eh bien, ce n'est ni une hard fork ni une soft fork, c'est les deux à la fois. Il y a des, il y a des, pourquoi? Parce que il y a des chaînes qui étaient plus longues mais avec moins de preuves de travail qui ne sont plus considérées, qui sont plus considérées comme valides. Ah non, me dites pas que j'ai Donc, perdu on Panta. rend Non, non, à, je l'entends. Lounès, je l'entends très bien. par Tu contre, veux... il m'entend pas, il va être embêté pour l'enregistrement Ah, là. tu m'entends, Lounès, ou pas? Euh, Lounès m'entend pas non plus. Je crois que c'est Lounès qui a bugué. Sosten, Bitcoin Nomade, vous nous entendez? On n'est plus que deux dans le Ouais, space. non, Ouais? moi, Bon, moi je super. vous entends. J'entends tout le J'entends monde. tout Je le crois monde que... très bien. Super, je crois que c'est Lounès qui a bugué. Ouais, peut-être continue, Panta, et puis on verra, hein. je lui demande là par message Ah, ok, ouais, si, ouais. Ouais, s'il y a tu fais du bien. nouveau là. Ouais, donc ce que je disais, c'est donc l'histoire de du changement de consensus de blockchain la plus longue vers blockchain avec le plus de travail, c'est ni une hard fork ni une soft fork, c'est les deux à la fois. Parce que si on prend le cas d'une blockchain plus longue mais avec peu de preuves de travail comparée à une autre qui est plus courte, alors on est en train de rendre invalide cette blockchain plus longue qui était considérée comme étant valide avant. Donc c'est une soft fork, on pourrait dire. Mais par ailleurs, si on a une blockchain qui est assez courte mais qui a plus de preuves de travail, eh bien on la garde, on va la garder comme valide. Donc en fait, c'est genre, du coup, il y a des blockchains qui deviennent valides et des blockchains qui deviennent invalides quelque part, hein. Bon, après, parce que tu sais pas, enfin, ça dépend de comment la difficulté évolue. Mais si la difficulté augmente beaucoup, potentiellement, tu vas produire très lentement tes blocs et tu aurais pu produire plus de blocs en gardant la difficulté basse avec moins de preuves de travail. Et enfin, du coup, voilà, il y a des choses, il y a à la fois des choses qui étaient valides auparavant qui ne le sont plus, et en même temps, il y a des choses qui étaient pas valides avant qui le deviennent. Donc c'est un peu bizarre, tu vois. Genre, donc c'est ni l'un ni l'autre, à mon avis. On est sur un truc qui est à la fois une soft fork et une hard fork en même temps. Je sais pas si j'essaie de me convaincre que c'est vraiment ça, mais moi je le dirais, je le verrais comme ça. Je sais pas si. Ouais, ça me semble cohérent. Ouais, moi je pensais à autre chose. C'était l'overflow, le bug overflow, qui avait Ouais, créé je sais pas combien de milliards de bitcoins. Et je viens de vérifier, alors j'étais pas sûr si ça faisait un hard ou un soft fork, et c'était un soft fork en fait. Parce que oui, ça restreignait, en fait, ça rendait des transactions qui étaient valides, invalides. c'est ça. Mm. Donc Ça rendait les c'était lié à soft transactions qui fork. overflow invalides. Donc c'est une soft fork. Alors, ça rendait les overflows invalides, et tout output de plus de 21 millions de bitcoins est invalide, ce qui n'était pas le cas avant, manifestement, Attends, avant ce répète, bug-là. tu dis, c'est toutes Tu peux pas les. avoir plus de 21 millions de bitcoins dans un Oui, output dans d'une une output, transaction. tout à fait, oui. Ouais. Le patch de correction, il était tout à fait bourrin, puisque oui,
il a mis une borne qui est globalement ce qu'il appelle la total money dans le code. Voilà. C'est- Bah ouais, mais efficace, hein. Enfin, Ah bah c'est oui, quand même c'est marrant sûr qu'il n'y que avait pas ce contrôle avant quand même. c'est maintenant on peut plus le changer, mais oui, c'est effectivement c'était efficace. Il semblerait qu'il y avait eu il y a un document de BitMEX sur leur blog de toutes les forks de Bitcoin qui se sont produites. Et il semblerait que par exemple les OP-NOP, donc les opérateurs, les opcodes qui rendent invalide le script de transaction, ils n'étaient pas prévus au départ dès le début dans Bitcoin et donc leur introduction est une hard fork. Voilà. Euh, il y a eu aussi il y a eu aussi des hard forks qui ont fait la séparation entre le script SIG et le script PubKey. Donc en fait, il y a eu quelques hard forks au début. Et puis après, bon, bah, il y a eu que des soft forks dans le futur. Alors oui, il y a eu aussi le bug avec Berkeley DB, avec le bug de 2013 sur la taille des bases de données. Euh, Avec l'histoire de la limite de lock qui était dépassée par un certain bloc qui du coup ils ont retiré cette limite et donc c'est une hard fork. Voilà. Donc il y a eu une hard fork en 2013. Voilà, qui est Alors, globalement passée sans problème, mais voilà. j'en vois une autre. Enfin, dans le Bitcoin Wiki, ils ont un tableau de Ouais, toutes les vulnérabilités, tout ça. Et puis apparemment, ils en ont un autre pour les hard forks et les soft forks. Apparemment, en 2013, décidément, cette année, il y en a eu ouais. beaucoup. Il y a eu un autre hard fork, mais je ne connais pas du tout cette histoire. Hard fork to remove TXID limit protocol rule. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je suis en Euh, train de regarder. Alors c'était une soft fork ça, hein. Je sais pas, il y a marqué hard fork, mais c'est peut-être une erreur. Ah, et effectivement, parce que cette règle a été retirée, en fait, elle a été introduite en mars 2013 et elle a été retirée en mai 2013. Et donc le fait de retirer cette Ah, règle ouais. est un hard fork. Oui, oui, je vois, là, j'ai retrouvé le BIP. De Gavin Andresen. Hmm, bien On sait joué. quand c'était encore Bitcoin à l'arrache, quoi. En 2013, c'était encore un petit peu à l'arrache, quoi. Ouais, ça ressemblait encore à Ethereum, c'est dingue, hein. Ah là là. Mais bon, c'était pas dramatique. Manifestement, c'était vraiment pour les edge cases. C'était vraiment des cas vraiment très edgy, hein, de trucs. Je vois qu'il y a Milky Way qui est monté. Alors, est-ce que tu as une question? Oui, bonjour à tous. Salut. Salut. Alors merci pour les spaces, c'est super intéressant. J'avais une question par rapport aux mises à jour de Bitcoin. Si j'ai bien compris, elles se font via des soft forks, parce que Oui. si c'est un hard fork, elle sera rejetée de toute façon. Enfin, elle aura du Et mal à passer, oui. ouais. Pas impossible, mais c'est très difficile à faire passer. Voilà. Et dans ce cas-là, si un soft fork, ça, alors quand on fait un soft fork, on rajoute des conditions pour qu'une transaction puisse être réalisée. Ouais, valide, ouais. Et dans ce cas-là, je me dis que au bout d'un moment, ça sera plus facile, ça sera plus possible de faire des mises à jour parce qu'on pourra plus rajouter de conditions. Ouais, ça, c'est ce qu'on pourrait penser. Et effectivement, il y a un truc magique qui permet d'éviter le problème, qui s'appelle le versionning. Voilà. Donc, pour expliquer, je vais prendre un exemple. Euh, Avant novembre 2021, avant Taproot, en fait, toutes les transactions SegWit de version 1 étaient valides. Toutes. Quelles que soient les signatures qu'on mettait à l'intérieur, quelles que soient les clés, toutes les transactions SegWit version 1 étaient valides. Il n'y avait aucune vérification sur les scripts de dépenses des transactions SegWit version 1. Puis il y a eu la soft fork Taproot, et donc Taproot a dit bah maintenant toutes les transactions SegWit version 1 deviennent invalides, sauf si elles ont les bonnes signatures d'après telle spécification et elles vérifient le script de dépense
un peu comme avant, mais avec des nouveaux trucs qui correspondent à des nouvelles manières de le programmer qui correspondent à Taproot. Donc en fait, le versionning, c'est qu'en fait, euh, c'est un peu c'est un peu c'est un peu un genre de truc qui joue sur on fait un trou dans le versionning, on laisse passer des transactions de version 2 aujourd'hui. Par exemple, toutes les transactions Segwit de version 2 sont des transactions qui seront valides. Elles seront pas, on vérifiera pas le script de dépense. Mais dans le futur, eh bien, on pourra euh, les rendre invalides et imposer des conditions bien particulières pour les transactions Segwit version 2 pour être valides, de façon à ce que l'introduction de nouveaux trucs se fasse en soft fork, même si on a l'impression que c'est des nouvelles règles, qu'on a ajouté des nouvelles manières de valider les transactions. Parce qu'en fait, ces transactions étaient déjà toutes valides auparavant. Euh, Typiquement aujourd'hui, par exemple, quand on fait une transaction Taproot, avec donc Segwit version 1, euh, si jamais le Taproot c'est du pay to Taproot, c'est un pay to public key, Taproot les sorties aujourd'hui, donc on paye à une clé publique de 32 octets. Euh, et si on n'utilise pas 32 octets, mais plus ou moins que 32 octets, donc par exemple 33 octets à la place, eh bien, on vérifie rien du tout. En fait, Taproot ne dit toutes les transactions qui n'utilisent pas 32 octets après le 1 pour la version de Segwit, eh bien, toutes ces transactions-là, elles seront valides de toute façon. Il n'y a pas de validation de script. Et donc, par exemple, c'est comme ça que va marcher la mise à jour L2. L2, ils vont, pour faire L2, pour implémenter L2, dans le BIP, ce qui est proposé, c'est de dire, bah, en fait, maintenant, on va rajouter des nouvelles règles dans le cas où il y a 33 octets à la place de 32. Parce que actuellement, toutes les transactions qui envoient l'argent vers une clé publique qui a en Segwit version 1 qui a 33 octets, pour l'instant, elles sont toutes valides. Et si on devait faire une soft fork pour L2, bien, on rendrait des transactions invalides. On en garderait quelques-unes valides, sous condition que les signatures soient vérifiées, qu'elles aient selon le bon flag qui va bien. Mais aujourd'hui, elles sont toutes valides par défaut. Et on en rendra invalides dans le futur quand on fera la soft fork. Et donc, l'astuce qui fait que, mine de rien, on essaie d'éviter de laisser les gens faire des transactions avec des versions de script bizarres, eh bien, c'est un autre truc qu'on appelle le critère d'être standard. C'est-à-dire qu'une transaction, il y a des transactions dans Bitcoin Core qui sont considérées comme standard et d'autres qui ne sont pas considérées comme standard. Et donc, par exemple, si aujourd'hui je fais une transaction en version 2, en Segwit version 2, bien, ma transaction, elle sera forcément valide. Si je dépense une sortie, une UTXO en Segwit version 2, elle sera forcément valide, ma transaction. Mais elle sera considérée comme non standard. Et comme elle est non standard, elle ne sera pas relayée par le nœud et par les autres nœuds non plus. Et donc, c'est comme ça que le réseau protège un petit peu les gens qui utilisent des transactions pour lesquelles il n'y a pas vraiment de restrictions sur le script. C'est en considérant qu'elles ne sont pas standards pour éviter qu'on diffuse ces choses-là jusqu'aux mineurs, en fait. Et donc, par exemple, dans Taproot, dans Bitcoin Core actuellement, il est considéré comme activé au même moment que Segwit. C'est pas vrai, mais c'est vraiment comme ça que c'est codé aujourd'hui. C'est-à-dire que au bloc où Segwit, où les règles de Segwit commencent à s'activer, Taproot, les règles de Taproot sont aussi activées à ce moment-là, quand on fait la l'IBD justement, avec une exception, qui est dans un certain bloc, parce qu'il y a une personne qui a eu la bonne idée d'envoyer à un mineur directement une transaction qui utilisait Segwit version A avec un script complètement éclaté qui correspondait à rien du tout. Voilà. Donc, c'est bien la preuve que ce que je dis est vrai, donc, aujourd'hui, il y a plein de transactions qu'on considère valides parce qu'elles ont une version supérieure aux versions qu'on utilise aujourd'hui. Et plus tard, on en rendra plein invalides pour faire des soft forks. Je sais pas si ça répond à ta question, mais est-ce que ça répond à ta question? Est-ce que tu vois un peu là où je veux en venir? Alors, oui, ça répond à la question, mais j'ai pas tout compris. Mais je pense Bah que voilà. tes Enfin, explications étaient claires, mais j'ai un manque de connaissances là-dessus. Mais en gros, c'est voilà. une Donc mise en à gros, jour c'est des le restrictions, versioning. une C'est le mise à zéro des versioning. restrictions.
C'est c'est qu'en fait, comme on a aujourd'hui des versions qu'on n'utilise pas, et comme on les utilise pas, on considère qu'elles sont valides par défaut. Et plus tard, quand il y aura une soft fork, eh bien là, on mettra des vraies règles de validation sur ces versions-là de transactions. Et c'est ça qui fera qu'on aura des soft forks qui ajoutent des choses, alors que pourtant, on fait bien que de la restriction de règles. C'est pas évident, mais tout ça, ça a été introduit grâce à Segwit, en fait. C'est pour ça que Segwit, c'était un peu la mère de toutes les soft forks quelque part, parce que Segwit a introduit le versionning de scripts. Donc, c'est-à-dire que les scripts dans Bitcoin, maintenant, ils ont une version. Quand on fait des scripts avec Segwit, ils ont une version. Et ça permet de faire des soft forks dans le futur, quoi. Voilà. D'accord. Ouais, et même plus loin que ça, c'est avec Taproot, on a réintroduit un Un versionning de autre, script à l'intérieur de Taproot. Donc maintenant, ouais, on a au moins deux niveaux de versionning de script. voilà. Donc là, après, il faut que tu regardes un petit peu en détail Ouais, comment je les vais aller scripts de regarder. Segwit sont construits. Les scripts de Segwit, globalement, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le script pubkey dans le cas de Segwit qui contient juste un nombre qui est la version Segwit et après qui contient le programme, le hash du script ou en tout cas voilà, enfin le programme Segwit. Donc c'est souvent le hash du script ou alors le hash d'une clé publique. Et quand cette version au début qui commence le script pubkey dans le cas de Segwit, si cette version elle est 0 ou 1, on utilise les règles de Segwit classique V0 ou Taproot. Et quand c'est pas 0 ou 1, eh bien la transaction est valide. Voilà, la dépense est valide quoi qu'il arrive. C'est comme ça que D'accord. les deux résonnent aujourd'hui. Et, et c'est évidemment il faut pas utiliser ces versions-là parce que si on est sur un cas où toutes les dépenses sont valides, bah, c'est pas le mineur peut te voler de l'argent, il peut le dépenser à ta place en fait, il peut détourner les fonds, le mineur. Il fait un Il peut faire MEV ce en qu'il veut, en fait, fait. c'est ça tout à fait, puisque c'est lui qui va faire le bloc à la fin, donc voilà. Euh, mais c'est pour ça qu'elles sont non standards ces transactions. C'est pour te protéger qu'on rend non standard ces transactions. Et du Mais coup, est-ce que c'est en lien un petit peu, Théo, avec ce que tu nous avais dit une fois sur le fait qu'on peut passer n'importe quelle mise à jour en soft fork qui a oui, aucune. c'est ça, c'est en lien avec ça. Ouais. C'est qu'en fait, on a l'impression qu'une restriction de règles, c'est forcément une restriction sur les possibilités. Mais en fait, en étant plus ou moins radical, on peut faire tous les changements qu'on veut, en étant restrictif d'un point de vue de la stabilité du réseau. Et donc, j'avais notamment évoqué un exemple où on imagine une situation où on veut changer la quantité des 21 millions, on veut changer, on veut plus qu'il y ait 21 millions de bitcoins, on veut, je sais pas, qu'il y ait une émission, une telle émission comme Monero ou je sais pas quoi. Eh bien, on pourrait le faire. Euh, Ce serait radical, ce serait vraiment très très radical comme soft fork parce qu'en fait on interdirait, on rendrait invalide la quasi-totalité des transactions, sauf une qui est en fait une Coinbase modifiée qu'on autoriserait et, euh, et c'est tout. Et en faisant ça, on pourrait modifier la quantité totale de Bitcoin si on voulait vraiment faire ça. Évidemment, on ne veut pas, mais voilà, c'est pour dire que théoriquement c'est possible. Il y a un post de Peter Todd là-dessus qui décrit un petit peu cette chose-là. Voilà. Donc on peut vraiment faire ce qu'on Ok. veut avec des soft forks aujourd'hui. Je pensais qu'il fallait forcément faire un hard fork pour faire ça. Mais ok, d'accord. Oui, oui, en fait, il faudrait le faire si on voulait garder la chaîne de blocs originale comme étant celle qu'on utilise pour faire nos transactions. Mais en fait, si tu es prêt à te dire, en fait, cette chaîne, elle me sert vraiment que de mécanisme de synchronisation et en fait, on va créer une genre d'autres blockchains qui ancrent ces états dans la chaîne de blocs, mais qu'on rend obligatoire d'utilisation, eh bien, on pourrait changer les règles qui s'appliquent à cette nouvelle blockchain. Et ce serait une soft fork. Ça serait vraiment une soft fork. Mais c'est vraiment très très bizarre, mais ça marcherait. D'accord. Merci beaucoup pour les explications. De rien. Voilà. Donc après, qu'est-ce on avait dit qu'on pouvait parler vite fait du Trixo. Après, bon, après Utrixo, de toute façon, c'est de l'UTXO commitment. Hein, enfin, il y a plusieurs parties dans Utrixo, mais il y a une partie qui concerne justement l'accélération de l'IBD
dans Utrixo. Euh, et c'est un petit peu ce que quand on en avait parlé, Loïc, tu avais parlé du fait qu'il y avait une soft fork potentielle avec Utrixo, et en fait, ça correspond à ça, hein. La partie soft fork d'Utrixo, ce serait que l'outil Exo 7, son hash, enfin son identifiant, il est vérifié par tous les nœuds à chaque bloc, et il est commit dans le bloc d'une manière particulière, de façon à ce que tous les nœuds puissent vérifier. Et, et en fait, les personnes pourraient télécharger un outil Exo 7, et s'ils font confiance à la chaîne de blocs la plus longue, eh bien, ils pourraient vérifier le hash de l'outil Exo 7 dans le bloc en question où où cet outil Exo 7 est censé commencer, pour accélérer leur synchronisation initiale. Mais encore une fois, c'est une soft fork et c'est un checkpoint, donc voilà, c'est pas forcément terrible, terrible, mais c'est pour ça que c'est pas sûr que ça passe, ce type de soft fork, mais voilà, ça a été proposé aussi enfin, ça a été discuté par Drija du Trixo. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres choses à raconter sur ce sujet-là. On a déjà fait un petit bout de temps là, c'est déjà pas mal. Je pensais pas que ce serait aussi long. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser. Et puis si c'est sur d'autres choses, les questions, hein, toujours pareil, pas de problème, hein, on répond à tout, hein. Du coup, pour UtriXO, en fait, on accompagne la transaction enfin, des preuves pour vérifier que ça fait Ouais. bien partie de l'UTXO 7, c'est ça? Alors, si d'un point de vue réseau, il faudra ajouter ça pour les nœuds qui décident de tourner purement en Utrixo, effectivement. Et Euh, juste, est-ce qu'on a expliqué déjà ce que c'était UTXO pour... alors, il me semble qu'on l'avait expliqué dans des précédents Space Cake. Après, on peut réexpliquer s'il y a petit rappel, besoin. ouais. Donc, en gros, Utrixo, l'idée, c'est que on ne va tout l'UTXO7, on ne va conserver qu'un accumulateur cryptographique qui identifie l'UTXO7. Donc, par exemple, comme l'accumulateur qui est proposé dans Utrixo actuellement, c'est des arbres de Merkle qu'on utilise. Donc, c'est-à-dire qu'on regroupe les UTXO par paire, on calcule le hash concaténé, on prend le hash de chaque UTXO, donc les identifiants de chaque UTXO, on prend un hash, puis on les concatène, puis on reprend le hash de ces concaténations et on vient le concaténer avec d'autres hashes qu'on a calculés comme ça, etc., pour former ce qu'on appelle donc l'arbre de Merkle. Et à la fin, à la fin, il nous reste qu'un seul hash tout en haut de l'arbre qui résume quelque part la totalité de toutes les UTXO qui existent. Et donc, on ne pourrait conserver que ça en mémoire. Et donc, l'idée dans Utrixo, c'est qu'en ne conservant que ça en mémoire, si en plus de l'identifiant de l'UTXO qu'on veut dépenser, on te donne où est-ce qu'il est dans l'arbre, ainsi que toutes les branches qui l'accompagnent dans l'arbre, pour prouver que cet UTXO était bien dans la racine de l'arbre de Merkle qui a été calculé auparavant, eh bien, on pourrait se contenter de ça pour valider les transactions. Ça permettrait de faire en sorte que ça utilise moins de mémoire pour sauvegarder tout l'outil Exo7. Et en compensation, on utilise un peu plus de bande passante pour envoyer cette preuve d'appartenance, cette preuve que l'outil Exo est bien dans l'outil Exo7 qu'on avait calculé auparavant. Et ça permettrait potentiellement d'accélérer la validation sur des environnements où il n'y a pas beaucoup de mémoire et ou alors où la RAM est chère, en l'occurrence. C'est principalement ça. Et il n'y a pas une histoire que du coup, tu as des nœuds UTXO et des nœuds pas UTXO, Ouais, et que en si fait, un nœud UTXO voit passer une transaction sans les preuves attachées, il les attache et après il les broadcast? alors, tu aurais besoin d'avoir ce qu'on appelle des bridges, donc c'est-à-dire des nœuds qui ont bien tout l'UTXO7, mais enfin, qui ont bien la totalité de l'UTXO7 en mémoire, voilà. Et qui effectivement, lorsqu'ils voient passer une transaction qui n'est pas compatible avec les nœuds Utrixo qui n'ont pas tout l'UTXO7, il faudrait qu'effectivement ce nœud ayant tout l'UTXO7, il peut vérifier la transaction
il peut reconstruire où est-ce que sont censés être les UTXO dans l'arbre de Merkle que tout le monde calcule, et il pourrait l'ajouter à la transaction pour la diffuser à un réseau de nœuds qui, eux, n'utilisent que Utrixo pour conserver l'UTXO7. Et Euh, est-ce que ça lui ouais. rajoute, enfin, c'est à quoi la quantité d'overhead que ça lui rajoute de faire ça? C'est, Disons qu'il faut qu'il ait beaucoup de mémoire, et puis il faut qu'il soit prêt à dépenser pas mal de bandes passantes aussi. Il paye un peu les deux coups en même temps, quoi. ok. Donc, Et au niveau de la mémoire, il aura finalement ce qu'un full node qui aura pas mis à jour aura, non? ouais, mais C'est-à-dire l'UTXO7 complet. ouais, et en plus de ça, il faut qu'il ait des infos sur comment faire pour créer la preuve ensuite d'appartenance à. Enfin, tu vois, il faut qu'il ait les haches intermédiaires de l'arbre de Merkel. Donc, il faut aussi qu'il conserve l'arbre de Merkel au complet en plus, pas juste la racine. Ok, Tu ouais. vois. Et Donc, il y a alors, un peu plus de mémoire. Voilà. est-ce qu'il n'y a C'est pas un tout. risque au niveau de ça, que justement, en fait, il y ait personne qui fasse tourner des bridge nodes parce que ça va demander, je sais pas moi, ça va demander des trop grosses mémoires RAM. Personne n'aura le moyen de faire ça et du coup, ça va se concentrer un petit peu et on va être dépendant de ces bridge nodes. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque avec Ouais, Utrixo? justement, c'est un des risques. C'est qu'on on devient dépendant de. En fait, on crée une hiérarchisation dans le réseau pair à pair où il y a effectivement des nœuds qui ont plus de capacité que les autres. Donc c'est pour ça que moi je considère qu'un nœud qui fait tourner que du Trixo, qui ne conserve pas du TXO7, quelque part c'est un peu un genre de light client, de client léger, mais pas si léger. Voilà, mais quelque part quand même, quoi. Euh, et, euh, et donc effectivement on serait en dépendance de ces choses-là. Maintenant, c'est pas non plus comme s'il s'agissait de faire tourner un nœud Solana, quoi. C'est, ça reste, voilà, le bridge node, ça va pas non plus être complètement inaccessible. Enfin, ce sera peut-être inaccessible pour le pleb qui a pas beaucoup de bandes passantes et qui a pas beaucoup de moyens, mais pour un pleb Bah, surtout de qui vit RAM. dans un pays riche, ça va, quoi. C'est OK. Ouais, mais non, mais c'est surtout la RAM qui va être embêtant Oui, mais en sur RAM, un ça bridge va pas. node. Bah, c'est pas grave si t'as pas assez de RAM parce que ce qui va se passer si t'as pas assez de RAM, c'est que l'outil Exo 7 il va atterrir dans le disque, un petit peu comme ce que font à peu près tous les nœuds Bitcoin aujourd'hui. Donc ça rajoute rien à ce niveau-là, c'est pas un problème. Si tu Ok. peux tout avoir en RAM, c'est plus rapide. Pour l'adjonction d'épreuves, c'est plus rapide. Si tu peux tout avoir en RAM, mais c'est pas grave si tu te mets à utiliser le disque dur, hein, c'est pas la fin du monde, hein. Surtout aujourd'hui, vu que tout le monde a des SSD, c'est vraiment pas la mort, quoi. Ça me paraît complètement envisageable, quoi. Maintenant, bon bah le problème, c'est encore une fois d'avoir des nœuds avec des capacités différentes dans le réseau. Ça peut être un facteur de censure ou de centralisation. Mais en tout cas, quelqu'un qui décide de ne pas faire tourner un nœud complet avec l'outil Exo 7 complet, bah, il perd une part de souveraineté quand même dans l'histoire, je pense. En tout cas, c'est mon avis. Bah ouais, il est de facto dépendant de certains autres types de nœuds. Voilà. Et Après, par contre, les transactions qui sont émises par des nœuds Utrixo, elles sont compréhensibles par tout le monde, y compris les anciens nœuds, mais aussi les nœuds Utrixo de base sans avoir besoin de bridge node. Voilà. ouais. Après, je pense que ça va dépendre aussi de comment évolue le hardware. Parce que, a Ouais. priori, le souci qu'on voit venir, c'est que pourquoi on a pensé Utrixo, enfin, pourquoi Drija a travaillé sur Utrixo, c'est parce que l'évolution de l'UTXO 7, de la taille de l'UTXO 7 est beaucoup plus rapide que l'évolution du hardware au niveau de la RAM. Et donc, dans des dizaines d'années, on va être embêté. Et qu'a priori, on ne serait pas embêté en termes de bande passante. Donc, il vaudrait mieux mettre plus de charge sur la bande passante et optimiser la RAM. Et après, il me semble, on avait parlé aussi, il y a un souci au niveau du. Enfin, pas un souci, mais quelque chose qui interroge sur le choix de l'accumulateur. C'est ça Ouais. aussi. On choisit en accumulateur un arbre de Merkel, mais peut-être que demain on saura faire mieux. Mais en même temps, si on pense à ça, Bitcoin, ça aurait jamais été lancé, tu vois. Oui, Non? oui, c'est. Bah, disons que la situation n'étant pas urgente, je pense que pour l'instant, c'est pas figé, tu vois, parce que pour l'instant, c'est pas urgent.
Ce qu'on a fait avec Segwit et tout, ça a quand même bien réduit la croissance de l'UTXO7. Mais, mais si jamais la question se pose, bon, bah, il y a un moment, on va faire les compromis qu'il faut, quoi. Mais oui, c'est sûr que peut-être qu'il existe un meilleur accumulateur cryptographique qui soit moins coûteux en bande passante, par exemple, peut-être un peu plus en compute, je sais pas. Mais bon, c'est un sujet qui est compliqué. Et là, moi, je suis plus, je peux pas suivre ces trucs-là. Pas possible. Non, je saurais pas. Je pense qu'il faut aller voir Drija et lui poser la question à lui-même s'il connaît d'autres accumulateurs. On lui a pas demandé à Surfin, donc c'est- voilà. Après, Et d'ailleurs, je pense que c'est bien hein, déjà ce qu'il a proposé là à l'heure actuelle. Hein. L'arbre de Merkel, c'est pas la fin du monde non plus. Hein. Ça va. Voilà. ouais. Et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure on ne sait pas comment ça va évoluer. Est-ce que il y a certains facteurs qui poussent justement à une augmentation de la taille de l'UTXO7, c'est-à-dire du nombre d'UTXO? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être le number go up, l'augmentation du prix de Bitcoin, tout simplement? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs que tu vois comme ça qui pousseraient une augmentation de l'UTXO7? Euh, alors, c'est sûr que l'adoption. Bon, tu dis number go up. Bon, moi, je te dirais que c'est l'adoption le critère, puisque c'est l'adoption fait du number go up, mais va faire aussi qu'il y a plus d'UTXO. L'adoption, évidemment, fait augmenter la taille de l'UTXO7, notamment si les gens retirent beaucoup les bitcoins des exchanges, ce qui est une bonne chose, hein, je vais pas, je vais pas dire le contraire, mais du coup, si les gens se mettent tous à retirer les bitcoins qu'ils ont sur des plateformes d'échange, je pense qu'on aurait beaucoup plus d'UTXO parce qu'aujourd'hui, on sait que les adresses des exchanges, il y a des millions enfin, des milliers de personnes qui ont des bitcoins dans une seule adresse d'un exchange, quoi. Donc, voilà, avec des bitcoins en AOU après derrière, mais ça, voilà, on sait que c'est pas bien, mais c'est comme ça. Donc l'adoption va évidemment faire qu'il y a plus d'UTXO, donc potentiellement ça va augmenter la taille de l'UTXO7. Et pour le coup, la taille de l'UTXO7, on ne peut pas le pruner. Donc c'est de la mémoire en plus qui est impossible à retirer pour faire tourner un nœud. Hein. C'est pour ça que Drija a travaillé sur cette solution-là. L'autre chose qui pourrait éventuellement faire ça, c'est si des gens font de l'épargne avec des services DCA et qui touchent pas du tout à leur argent, qui ne le consolident pas du tout. Donc ça peut aussi augmenter la taille de l'UTXO7 de manière un petit peu inquiétante, mais bon après, normalement de temps en temps, les gens ils essaient quand même de consolider leur argent, tu vois, je sais pas, mais bon c'est. Ouais, c'est pour ça que je disais number go up tout à l'heure, c'est-à-dire si le prix du Bitcoin augmente, logiquement, tu accepteras plus facilement d'avoir des petits UTXO, tu vois. Si tu as des petits UTXO qui sortent de Whirlpool à 100 000 sats, peut-être que tu Ouais, vas pas te faire chier à les consolider deux par deux si ça te permet d'acheter une voiture, tu vois ce que je veux dire. ouais, ouais, bien Donc, sûr, je c'est pense que c'est normal. l'augmentation du prix aussi, et c'est sûrement pour ça aussi, je pense que ça a augmenté. Là, je regardais sur OXT, novembre 2022, on est à 135 millions d'UTXO existants. Ouais. Si on compare 2012, par exemple, on était à 2 millions. Euh, 2017, on était à 54 millions. Donc, on voit que ça augmente quand même très, très rapidement, cette UTXO7. Ouais, ouais, ça ne s'arrêtera pas de toute façon. Enfin bon, il y a les channels Lightning en plus qui vient en ajouter. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que effectivement il y a plein de trucs qui vont faire ça. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Donc c'est bien d'avoir des idées de solutions quand même. Enfin, ça reste quand même une très bonne chose d'avoir ça. Donc Et sur ce problème spécifique, est-ce que tu sais s'il y a d'autres propositions, s'il y a déjà eu d'autres propositions là-dessus, ou si c'est vraiment la première Utrixo? alors il me semble que c'est vraiment la. Enfin, moi j'en ai pas vu d'autres avant. Sur la réduction de la taille de l'UTXO7, d'un point de vue informatique et pas incitation, pour moi, ouais, vraiment, c'était la première. Je sais pas après si peut-être qu'il y en a d'autres qui existaient avant, mais j'en ai pas entendu parler.
Parce que sinon, ce que j'avais expliqué, c'est que SegWit est une solution économique à la réduction, en tout cas réduire l'augmentation enfin, réduire la croissance de l'UTXO7, parce que SegWit rend plus intéressant économiquement en termes de frais la consolidation du TXO. Et ce que j'avais expliqué déjà, c'est le fameux facteur 4 qui a été choisi de façon à ce que les transactions qui consomment plus d'inputs que d'outputs deviennent plus intéressants économiquement. Ça incite à la consolidation. Et donc ça, c'est une incitation économique qui a fait que l'UTXO7 a cessé de croître très très vite par rapport au peu d'utilisateurs qu'il y avait, on va dire, dans les wallets. Donc c'est déjà pas mal. Mais effectivement, si jamais on n'arrive pas à contrer, même avec les incitations économiques, il faudra réfléchir à une solution telle que celle de Drija, telle qu'Utrixo, quoi. Voilà. Et après, Drija, quand il a proposé Utrixo, c'était d'abord pour ça, d'abord pour résoudre ce problème de taille de l'UTXO7. Et après, il a dit éventuellement, on pourrait faire une soft fork pour commit le hash de l'UTXO7 dans les blocs via une soft fork. Et ça permettrait de faire des UTXO commitments, donc des pseudo checkpoints avec l'UTXO7 plus facilement. Mais bon, voilà, là-dessus, il sait que là, il touche à un truc plus compliqué d'un point de vue consensus. Donc, ça a été soufflé comme ça, mais c'est pas avec ça qu'il va te vendre Utrixo, je pense, tu vois. Il va te le vendre en te disant que ça rend la validation plus rapide et ça permet de conserver l'UTXO7 en RAM, quoi. Tout en gérant la croissance de l'UTXO7. Alors, je me rappelais quand il avait présenté à Surfing, j'avais essayé de lui demander si il semblait avoir évoqué la possibilité que Utrixo permettait la parallélisation de certains trucs dans, dans la, hum, dans le calcul, dans l'IBD, dans l'Initial Block Download. Parce qu'en fait, du coup, dans l'IBD, c'est un processus qui est profondément séquentiel quelque part. On a une série de transactions et on doit bouger les UTXO selon les transactions qu'on voit. Et donc, on n'est pas sûr de pouvoir faire bouger les UTXO de manière complètement parallèle. C'est un processus qui est séquentiel. Parce qu'on ne sait pas quels sont les UTXO qui vont bouger avant de savoir qu'elles vont bouger quelque part. Je crois qu'il y a quand même des optimisations qui ont permis de rendre ça un petit peu parallèle quand même. Mais donc ça, voilà, donc c'est pour ça que l'IBD, elle est très longue aussi, c'est que c'est profondément séquentiel et quand c'est séquentiel, on est très très vite très limité par le fait que les processeurs aujourd'hui, ils ont une fréquence limite maximale à laquelle ils tournent, voilà, donc on peut pas utiliser tout le fait qu'on a plein de processeurs, plein de cœurs de calcul dans un ordinateur aujourd'hui, puisque pour ça, il faut pouvoir paralléliser le processus. Et je lui avais posé la question à Surfin, mais enfin, j'avais voulu lui poser la question, puis j'avais oublié, puis j'ai pas eu l'occasion, mais il semblerait que ce qu'il propose permette une meilleure parallélisation de l'IBD, notamment en se basant sur le principe que il suffit de regarder comment change l'identifiant de l'UTXO7 après les transactions d'un bloc. Et on pourrait faire la vérification que le changement de la valeur du hash de l'UTXO7 s'est bien fait correctement d'après les transactions. Et cette vérification pourrait se faire de manière parallèle. Donc voilà, mais ça, j'ai pas encore compris pourquoi. Mais voilà, semblerait que Utrixo permette aussi d'accélérer un peu l'IBD. Voilà, donc c'est à voir. Donc, au-delà du consensus, dans Utrixo, il y a d'abord l'accélération de l'IBD et ensuite la possibilité de faire tourner des full nodes avec très peu de mémoire, quoi. Voilà, c'est d'abord ça. Et après, il y a des implications sur le consensus si on met des soft forks et tout pour vérifier les hash des UTXO7, etc. Voilà.
Sur ces bonnes paroles, moi, enfin, je sais pas si vous allez continuer, mais moi, je pense que Tu je vas vais te vous laisser. coucher. Ouais. Ouais, parce que mais là, c'est terminé. C'est le dernier jeudi où je me lève à 6 heures. Après, enfin, normalement, ça devrait. Juste pour quelques mois, je devrais être C'est que tranquille. t'as plus c'est tes derniers cours là-bas, c'est ça? Ouais, il y a des chances que ce soit le dernier demain, ouais. Donc, je devrais être tranquille Ok, pour quelques mois après. Les mercredis seront un peu moins à l'arrache. ok, Voilà, bah merci en tout cas pour tout, même si j'ai un peu pris en cours de route. Mais pas de souci. c'était toujours super clair. Puis bah mercredi prochain, hein, les copains. Puis Bah, bonne. mercredi prochain, c'est les meet-up, donc du coup, on fera certainement le space cake le jeudi, on verra. Jeudi, ouais, je pense. Ah oui, c'est vrai, c'est les Et meet-up. ce semaine pro, c'est RGB, hein. Ouais, gros morceau la semaine pro, donc faudra qu'on se concerte un peu sur ce qu'on raconte. Ouais. Voilà. En effet, oui. Ah, c'est vrai, ouais. Ok. Bon. Je vais dormir, je crois que je vais en avoir besoin. Voilà. Bonne nuit tout le De monde. toute façon, on va pouvoir arrêter là. Je pense à moins que quelqu'un ait des questions. On a Ouais, bien fait s'il le y a tour. des questions, voilà, c'est l'occasion, là. Bye bye, Sosten. Ouais, Salut, salut. Dors bien. Sofiane. Moi, pareil, je vous souhaite tous une bonne nuit. Salut, Salut, Nomade. nomade. Euh, voilà, est-ce qu'il y a des questions là encore dans l'assemblée qui restent? Les, les winners qui sont encore là. On était pas mal ce soir. On était genre 30. Ouais, Ça commence à être sympathique. Et bah, nickel. S'il n'y a pas de questions, je vais faire l'outro, hein. ok. Allez. Bon, eh bien, merci à tous d'avoir suivi cet épisode sur l'initial block download de Bitcoin. Merci à Pontamis pour son superbe exposé, puis à tous ceux qui ont posé des questions. Et puis, je vous invite si vous le voulez bien, à nous mettre un petit pouce bleu et 5 étoiles sur la plateforme de podcast, à vous abonner à la chaîne YouTube, et puis à la semaine prochaine pour un superbe Space Cake sur RGB, gros morceau. On va bien s'amuser. Et je rappelle que la semaine prochaine, ce sera jeudi à 21h30 sur Twitter, sur mon compte. Donc, vous aurez tous les liens en description. Et voilà. Bonne soirée à tous. Salut tout le monde. Bye bye.